Bonjour à tous. Je suis très content de parler après François Mérès parce que je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui vont se répéter dans un milieu très très différent qui est celui de la lecture publique. Donc je vais essayer de vous raconter comment on est passé dans le monde des bibliothèques publiques d'une logique qui était vraiment axée sur la collection. La bibliothèque, c'était avant tout une collection, à une logique où le Parlement nous dit « je soutiens les bibliothèques publiques pour développer les pratiques de lecture ». Donc, une logique où la collection, finalement, passe au second plan. Alors, quand on est du côté de la lecture publique, des bibliothèques publiques, souvent on a l'impression d'être un peu dans la peau du cousin attardé. Vous savez, celui qu'on invite, mais on le met au bout de la table et on le traite avec un peu de condescendance. Et c'est un peu un paradoxe qu'Alain Lallemand a très bien défini dans le soir, vous avez peut-être lu, dans le soir du 10 août, où il disait, au fond, il y a là quelque chose de tout à fait étrange, les bibliothèques publiques, tout le monde dit que c'est important. Tout le monde parle de développement des pratiques de lecture comme quelque chose qui est au centre des préoccupations sociétales, et en même temps, tout le monde s'en fout un petit peu. Et c'est vraiment un secteur qui a un capital symbolique très très faible, autant dans les milieux académiques. Je pense que la seule fois où un bibliothécaire universitaire m'a appelé, c'était pour me dire, au fond, tu as combien de places pour des étudiants pendant le blocus? Et aussi bien dans les milieux culturels, puisque je dois probablement être le seul directeur général adjoint à qui une ministre, il y a longtemps, vous ne direz pas qui, une ministre a un jour dit « Vous savez, votre secteur, il n'est vraiment pas prioritaire pour moi ». Donc c'est un drôle de monde d'être dans la lecture publique. Alors, donc je suis directeur général adjoint au ministère de la Communauté française, je m'occupe de l'action territoriale. On a, depuis quelques années, décidé, et ça n'est pas anodin par rapport au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, au sujet de la collection, on a décidé de distraire les bibliothèques publiques du secteur des lettres et du livre. Depuis très très longtemps, on était dans les lettres et livres, on était très très liés aux auteurs et donc à la logique de collection. Et puis, à un moment donné, le législateur se dit, tiens, ce serait pas mal de réfléchir au fond à ce que les bibliothèques peuvent faire sur les territoires par rapport aux populations. Et c'est assez conforme au décret de 2009, alors je vais en parler du décret de 2009, mais qui est un décret, donc c'est ce que je vous disais à l'instant, sur le développement des pratiques de lecture, donc un décret qui dit, les bibliothèques publiques, plus que des gestionnaires de collection, ce sont des opérateurs de développement de la lecture. Alors, notre réseau de lecture publique, c'est pas rien, c'est 155 réseaux locaux au 1er septembre 2019, 506 bibliothèques, on a 833 000 usagers, donc en gros, on a 20% de la population de la communauté française qui est membre d'une bibliothèque publique, et là-dessus, 454 000 individuels, et 350 000 qui sont issus de collectivités. Alors les collectivités, ce sont des écoles évidemment, mais ça peut être aussi des homes de vieillards, ça peut être aussi des mouvements de jeunesse, etc. Tout ça est en hausse. Alors c'est un secteur, et ça fait aussi partie du paradoxe de la lecture publique, c'est un secteur qui non seulement est le premier secteur culturel en termes de chalandise, il n'y a aucun secteur qui affilie 20% de la population, c'est un secteur qui est en haut, à part le cinéma, je vois que quelqu'un fait « il y a le cinéma », mais je parle des secteurs non marchands, évidemment. Vous avez raison de faire la moue. Dans les secteurs non marchands, c'est celui qui affilie le plus grand nombre de gens. C'est un secteur qui voit son nombre d'usagers augmenter. Et donc, c'est un opérateur important. Attendez, voilà. Alors, quand je vous dis qu'on ne fonde plus le projet de la lecture publique sur les collections, c'est vrai. Et en même temps, la principale activité des bibliothèques publiques, c'est de traiter des livres. On fait 11 millions de prêts par an, 11 600 000 prêts par an. C'est en hausse, et c'est en hausse importante. Alors là, j'ai été frappé par ce qu'a dit François Mérès quand il a parlé de la crise. Effectivement, en lecture publique, on a une augmentation du nombre de prêts depuis 2008, on a une augmentation du nombre de prêts depuis que la crise a fait sentir ses effets. Mais on ne fait pas que ça. Donc,
chaque année, il y a 53 000 animations qui ont lieu dans des bibliothèques publiques. C'est en hausse aussi. On était à 33 000 en 2008. Et le nombre de personnes qui ont participé à des animations s'élève à près de 900 000, enfin c'est 872 000. On était, quand on a commencé à relever les chiffres sur le nombre de gens qui participaient à des animations, on était à quelque chose comme 300 000 personnes qui participaient. Donc on a vraiment un changement des pratiques, un changement des activités en lecture publique. Il se passe quelque chose dans les bibliothèques, mais ça n'empêche que le prêt reste une activité importante. Alors on a aussi des séjourneurs, et ça les séjourneurs, comme la plupart des secteurs, on a relativement peu d'informations pour eux. On ne sait pas très bien ce qu'ils font dans les bibliothèques. On a des observations qui sont très différentes en ville et à la campagne. Les séjourneurs, ce sont les gens qui profitent des infrastructures de la bibliothèque. Et donc, ça m'a intéressé aussi ce que M. Draguet disait sur la climatisation dans les musées et le fait qu'un certain nombre de gens étaient venus profiter de ces climatisations, qu'un certain nombre de gens étaient venus dans le musée comme lieu de vie. Ben, on a aussi ce phénomène en bibliothèque publique. Alors évidemment, à partir du moment où les bibliothèques repensent leur approche du public, le monde change. Et donc, de plus en plus, on constate que les bibliothèques nouent des partenariats avec les écoles, le monde de l'alphabétisation, parce que quand je vous parle de ces animations, ce sont des choses évidemment très très différentes. Ça va de l'heure du conte pour les enfants de l'école maternelle, aux politiques d'alphabétisation où la lecture publique a pris maintenant une part très très importante. En gros, 30% des bibliothèques publiques interviennent dans des processus d'alphabétisation. Le monde associatif est évidemment très présent aussi sur les territoires et on a des activités du type rencontres littéraires, mais on est vraiment sur quelque chose de polysémique. Alors, cette histoire des bibliothèques, c'est une histoire qui a été encadrée par la loi. C'est un peu une particularité du système belge. On a eu une loi sur les bibliothèques très très tôt, 1921, on a une loi sur les bibliothèques, et au fond, cette loi sur les bibliothèques, qu'est-ce qu'elle fait? Elle reconnaît en gros qu'il y a une activité de prêt de livres, que cette activité est organisée par des associations, et que ces associations sont légitimes. Et donc on va donner de l'argent aux gens qui prêtent des livres. En gros, on est en 21 dans une représentation de la bibliothèque qui est quand même héritée du 19e siècle, de pratiques caritatives, avec énormément de bénévoles. Et en 1978, le législateur, dans un grand élan, va vouloir changer les choses et professionnaliser le secteur. Pourquoi est-ce qu'on veut professionnaliser le secteur? Pour donner accès à la bibliothèque, aux livres à ce moment-là, aux collections, à l'ensemble de la population. C'était donc la fameuse maxime de Jules d'Estrées, pour que le peuple lise, il faut des bibliothèques. Donc. Et on a ce texte de 78 qui est extrêmement normatif. Alors qu'est-ce qu'il dit, le texte de 78? Il dit, le législateur, dans son infinie sagesse, va vous expliquer ce que c'est qu'une bibliothèque. Une bibliothèque, c'est un certain nombre de mètres carrés, c'est un certain nombre d'ouvrages, c'est un certain nombre d'heures d'ouverture. Ce sont des gens qui ont fait tel et tel type d'études. Et donc, c'est une suite de prescriptions terriblement contraignantes et au centre desquelles on retrouve la collection. Donc, dans la bibliothèque de 78 est pensée pour la collection. C'est une belle épicerie. Et le législateur fait l'hypothèse que si on a une belle épicerie qui est bien tenue par des gens qui sont compétents, alors les lecteurs vont se presser dedans et qu'enfin, le projet de Jules d'Estrées, que le peuple lise, sera réussi, atteint. Et ça va marcher jusqu'à un certain point. Alors, le décret de 78, ce n'est pas un échec, évidemment. C'est un décret qui a permis de professionnaliser le secteur, mais qui n'a pas rencontré l'objectif qui était de faire lire le plus grand nombre. En 2009, on a un nouveau décret, et ce nouveau décret, il est vraiment fondé sur le développement des pratiques de lecture. Et ça va avoir évidemment un certain nombre d'implications sur la collection et ce qu'on fait avec la collection. Ce décret
il n'est pas venu de nulle part, évidemment. Si à un moment donné, en 2009, on change les choses, c'est parce que si le législateur change le décret, c'est parce qu'en grande partie, les choses sont en train de bouger sur le terrain. Que le nombre d'animations, je vous ai donné la première mesure des animations, c'était en 2003. En 2008, à la veille du décret, elles ont doublé. Donc il se passe quelque chose. Les gens vont dans les bibliothèques pour faire autre chose qu'emprunter des livres. Donc ça, c'est la première constatation. Et d'autre part, le législateur se dit, tiens, au fond, peut-être qu'on ne devrait pas dire dans la loi ce qu'est une bibliothèque et que c'est la même chose à Morlanway, à Douache, à Bruxelles et à Durbuy. Peut-être que sur chaque territoire, la bibliothèque pourrait s'adapter. Et peut-être que ce n'est pas fondamentalement la question des collections qui est au centre de cette problématique-là. Et donc ce décret va mettre au centre de sa réflexion la question du développement de la lecture en disant, vous, sur tous les territoires, réfléchissez un peu à l'endroit où vous vivez. Faites un peu une analyse du territoire. Et à partir des besoins de la population, faites une proposition d'intervention dans laquelle vous allez mobiliser l'ensemble de vos ressources, mais que ce soit des ressources documentaires ou des ressources en matière d'animation de la population, de mise en mouvement de la population. Vous allez mobiliser vos ressources pour aider les gens à aider la population à développer ses pratiques de lecture. C'est un décret de liberté. Donc on est passé d'un décret qui était extrêmement contraignant, et probablement que c'était nécessaire qu'il soit extrêmement contraignant, qui était vraiment fondé sur la collection et la gestion de la collection, à un décret où la collection finalement passe au second plan. Dites-nous ce qui est bon pour vous et on vous aidera à le faire, et ce qui est bon pour vous dans un esprit d'éducation permanente. Alors évidemment, ça a eu un certain nombre d'implications sur les collections. Il y a eu moins de livres dans les bibliothèques. Et ça, c'était compliqué au début. C'est compliqué parce que, évidemment, on touche à l'identité. On touche à l'identité du bibliothécaire, à son excellence métier qui est fondée sur la collection, ou en tout cas la représentation qu'il en a. Et pendant un certain temps, on a dû batailler avec certaines bibliothèques qui disaient, mais enfin, pourquoi est-ce qu'on doit diminuer le nombre de livres? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas garder des collections énormes? Alors après, avec la question du droit de prêt, je dois vous dire que ça s'est réglé de son soi-même, comme on dit à Bruxelles. On a poussé aussi à ce que les bibliothèques aient plus de livres récents. On voulait que les bibliothèques ressemblent un peu à des librairies, qu'il y ait dans le libre accès, en tout cas, des livres qui étaient plus actuels, et on a poussé à élaguer et à mettre en réserve, en magasin ou en réserve, un certain nombre d'ouvrages. Moi, mon grand plaisir quand je vais dans une bibliothèque, j'ai un peu le sens pour ça, c'est de trouver un livre sur, par exemple, il faut libérer Nelson Mandela. Alors, en général, je dis aux bibliothécaires, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Nelson Mandela a été libéré. La mauvaise, c'est qu'il est mort. Donc, ceci pour vous dire qu'on a quand même poussé à une actualisation. Le fait d'avoir diminué l'importance des collections dans les bibliothèques, ça a aussi permis de rendre cette collection plus attrayante. Et on a compensé ce manque de livres, puisque l'idée était de donner accès à des collections encyclopédiques à l'ensemble de la population. Et ça, c'est resté dans les logiques du législateur. On a réparti l'ensemble de la responsabilité entre les bibliothèques d'un bassin de vie. Sur cette question-là, d'ailleurs, je dois dire que la lecture publique est assez performante en matière de prêts interbibliothèques. Vous savez qu'en Belgique francophone, on fait environ 2 fois plus de prêts interbibliothèques que dans l'ensemble de la France. Donc on a un système qui fonctionne très bien, ce qui nous permet aujourd'hui, et vous l'avez peut-être lu dans les journaux, de proposer à Point Culture, à la médiathèque de la communauté française qui arrête le prêt direct, de diffuser les médias via le prêt interbibliothèque. Donc, un projet de bibliothèque qui n'est plus fondé sur la transaction de prêt, et c'est ça que le décret a amené. Alors là, ce réseau de lecture publique, j'en ai dit un mot, mais il est très très fort de ce point de vue-là. Il est fort parce qu'il est en réseau, il fonctionne avec 506 bibliothèques en réseau qui ont l'habitude de travailler ensemble. On est le seul territoire du monde
qui fait le prêt numérique en bibliothèque sur base d'un service universel et gratuit. Voilà, l'ensemble des citoyens de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et même les autres, peut accéder au prêt interbibliothèque de manière absolument gratuite, parce qu'on a réussi à mutualiser les achats, mutualiser les plateformes, etc. Donc, une autre logique de collection aussi qui a émergé. Alors, comment est-ce que la bibliothèque va évoluer? Je crois que les grandes tendances qu'on observe aujourd'hui vont vraiment se perdurer. Les bibliothèques sont en même temps, si je regarde aujourd'hui le secteur de la lecture publique en Belgique francophone, c'est en même temps un secteur qui est très chaud, un lieu de rencontre, un lieu d'animation, un lieu où les gens peuvent obtenir des services, peuvent séjourner, peuvent s'installer, et c'est en même temps un lieu très froid, puisque nous avons énormément de services qui sont des services complètement dématérialisés, que je pense à l'Irtuel, donc le service de prêt numérique en ligne, à Samarcande, qui est le système de prêt interbibliothèque, où à 2 heures du matin, vous pouvez aller commander un livre qui se trouve à 200 km de chez vous, et vous l'aurez en quelques jours. Eureka, qui est le système de réponse aux questions en ligne, qui est un système que nous avons mis en place avec les bibliothèques françaises, où n'importe qui peut poser une question et reçoit dans les 48 heures une bibliographie d'un bibliothécaire professionnel. Donc, je pense que ce qui va se passer, c'est qu'on va continuer à être en même temps chaud et froid. À Tawadak, c'était quelque chose qu'on disait il y a une dizaine d'années, anytime, anywhere, any device, any cloud. Donc, le fait d'avoir des bibliothèques accessibles en permanence. Et en même temps, c'est des bibliothèques qui sont actrices de leur territoire, puisqu'elles ont des projets qui sont vraiment ancrés dans les réalités locales. Je mets une petite ligne sur le PK. Vous savez qu'à partir du mois de septembre, on lance le parcours d'éducation culturelle et artistique. Et là aussi, les bibliothèques vont jouer un grand rôle, d'autant qu'on commence avec l'enseignement maternel et que je pense que pour l'enseignement maternel, il y aura énormément d'activités qui seront axées sur les capacités langagières. Alors oui, je vous avais promis de vous parler d'architecture, et puis je ne le fais pas. Le réseau de lecture publique, c'est 506 lieux, ils sont très très disparates. Alors, je vous ai mis 3 photos, et c'est assez représentatif. À gauche, vous avez la bibliothèque de Randeux, qui est installée dans un ancien moulin. C'est une toute petite bibliothèque, un tout petit équipement qui est vraiment très ancré dans son territoire parce qu'il propose des collections patrimoniales, donc il y a bien des collections patrimoniales en lecture publique. Noël Willem, la bibliothécaire, pose pour nous. Au milieu, c'est une bibliothèque qui se trouve à Seraing, bibliothèque dans une école. Alors ça, c'est assez traditionnel, ça sent quand même fort la loi de 21. On mettait les bibliothèques dans les écoles avec un vieil instituteur pensionné pour la tenir le mercredi après-midi. Un modèle assez classique. Et puis, à droite, la bibliothèque de Scarbeck, c'est la bibliothèque Sésame qui se trouve au boulevard Lambermont. Une bibliothèque qui est assez récente et qui a été pensée dans le cadre du décret de 2009. Alors, la communauté française intervient pour soutenir les constructions de bibliothèques, mais on est en fait dans un moratoire un moratoire de fait, c'est un moratoire qui ne dit pas son nom, depuis une dizaine d'années. Et donc, c'est très très compliqué. Les villes et communes interviennent pour construire les bibliothèques sur fonds propres, mais elles ont aussi peu de moyens. Donc, on a eu des cas intéressants. La ville de Bruxelles a rénové en profondeur certaines bibliothèques. La bibliothèque de Scarbeck a été construite. On a des bibliothèques à Chaudfontaine. On a un certain nombre d'endroits où on a construit, mais en gros, on construit très très peu. Le dernier exemple étant la bibliothèque de Morlan-Oui, où tout était signé, tout était prévu, et puis finalement, la ministre a dû annoncer qu'on n'avait pas l'argent, elle n'a pas été construite, et donc c'est la première qui n'est pas construite et qui inaugure le moratoire de fait dont on n'est toujours pas sorti. Alors, qu'est-ce qu'on fait du coup? On bricole. Et on bricole souvent avec pas mal de bonheur en réalité. Parce que cette bibliothèque, 3e lieu, elle va s'adapter. Donc on a beaucoup de
on a beaucoup d'animations, on a beaucoup de cours, on a beaucoup de choses qui se passent dans la bibliothèque. On a des bibliothèques, notamment à Liège et à Charleroi, qui vont vraiment mailler l'ensemble des quartiers des grandes villes, qui vont être partout, avec des équipements qui sont souvent très très petits. Je pense notamment à Liège, où les équipements sont particulièrement petits. Certaines bibliothèques, comme à Droix, ont très peu de livres, et d'autres, comme au tir à Liège, n'ont pas de livres. Non, on n'a vraiment aucun livre dans la bibliothèque. Donc, c'est vraiment des bibliothèques qui vont intervenir sur les quartiers, travailler le développement des pratiques de lecture. Au tir à Liège, ce qu'ils font notamment, c'est travailler avec des femmes primo-arrivantes, avec lesquelles ils écrivent des ouvrages, notamment des livres de cuisine, des choses comme ça. Les bibliothèques ont complètement renoncé à la sectorisation comme on la connaissait dans le temps, hein, donc où vous aviez la section jeunesse, c'était prévu par le décret aussi, hein, le décret vous disait même comment vous deviez aménager votre bibliothèque. Donc on avait la section jeunesse, la section adulte, la salle de lecture, la salle de travail, etc. Tout ça a tendance à exploser aujourd'hui. On a beaucoup d'activités extérieures aussi, et ça c'est vraiment un changement de mentalité, c'est un changement de culture. Moi je me souviens encore d'un bibliothécaire qui était très très connu en communauté française, qui était bibliothécaire dans une des plus grandes et des plus belles bibliothèques de Wallonie, et qui me disait, mais enfin moi je ne comprends pas, écoute, moi j'ai fait la bibliothèque dans des arrière-salles complètement dégoûtantes, il y avait des gens qui faisaient ça dans les salles paroissiales, dans les arrière-salles de maisons du peuple, enfin on avait des bibliothèques qui ne ressemblaient à rien, des vieilles salles d'école, et puis maintenant on a un équipement magnifique, et toi tu me dis de sortir. Enfin, mais non, moi je veux rester dans ma bibliothèque. Et donc, il y a cette tendance qui est très très forte. Alors je parle des Grénothèques à Liège, on pourrait parler de la bibliothèque de rue à Tournai. Il y a toute une série d'initiatives où les bibliothécaires vont à la rencontre des gens et sortent vraiment lire dans les parcs, qui se fait un peu partout à Bruxelles et en Wallonie. Donc il y a vraiment une tendance à sortir de la bibliothèque, à rencontrer les gens, à travailler les pratiques de lecture là où sont les gens et pas seulement dans l'équipement. Alors, dans les lieux eux-mêmes, ce qu'on essaye de faire, mais en bricolant, hein, c'est de repenser l'espace en permettant une perméabilité entre les différents lieux, avec des cloisons modulables notamment. On crée des auditoriums. À Scarbeck, vous avez un auditorium dans la bibliothèque. À d'autres endroits, c'est démontable. Hein. On peut créer une salle de conférence. Alors, je pense aussi à ce qui se passe à Uccle. J'avais vu les bibliothécaires d'Uccle tout à l'heure. Oui, ils sont toujours là. À Uccle, où on peut déplacer l'ensemble des étagères de bibliothèque pour créer une grande salle et faire des conférences, faire de la danse folklorique, enfin faire tout ce qu'on veut. Je ne sais pas s'ils font de la danse folklorique. À certains endroits, on a ouvert les bibliothèques vers des crèches, vers des écoles. Je pense à ce qui se passe par exemple à Woluwe-Saint-Pierre, où vous avez une communication directe entre la crèche et la bibliothèque, ou certaines bibliothèques de Bruxelles, où vous avez des passages qui permettent d'aller de l'école à la bibliothèque sans sortir. Et le décret de 2009, c'était un peu symbolique. Hein. C'était un peu symbolique, et je l'assume parce que c'est moi qui voulais que ce soit écrit dans le décret, mais a imposé un salon de lecture. Donc maintenant, dans chaque bibliothèque, il y a un salon de lecture, il y a un endroit où on peut s'installer et boire du café, papoter, lire sa revue tranquillement. Donc l'idée, c'était un petit peu d'indiquer clairement au public qu'on n'était plus là uniquement pour travailler en se taisant. On ne se tait d'ailleurs plus beaucoup dans les bibliothèques. Peut-être que les bibliothécaires, ça ne simplifie pas leur vie, mais on se tait beaucoup moins que dans le temps. Dans les projets d'architecture aussi, une grande modification aujourd'hui, c'est que de plus en plus, on associe les bibliothécaires. Moi, on a rappelé que j'avais été directeur d'un centre d'archives. Quand on a transformé ce centre d'archives, à un moment donné, on m'a dit, voilà, il y a un accord entre le maître d'œuvre et le maître de l'ouvrage. Voilà ce qu'on va faire. J'ai dit, oui, mais nous, on va habiter là-dedans, donc ça ne va pas, ça ne convient pas du tout. Ah si, attendez, l'architecte est allé à la grande école jusque pas d'âge, donc il sait comment on fait un centre d'archives. On avait un peu ce syndrome-là avec les bibliothèques, beaucoup d'architectes qui s'inspiraient de bibliothèques qui ne convenaient pas du tout, par exemple des bibliothèques universitaires, pour construire des bibliothèques
publiques. Enfin, je vois en tout cas 2 directrices de bibliothèques qui subissent ce type d'équipement, avec des équipements dans lesquels il y a un sas de décontamination du profane au sacré, où on a construit la bibliothèque un peu comme une cathédrale et où les gens n'osent pas entrer. Et donc, on a eu beaucoup de bibliothèques qui ne convenaient pas et qui ne convenaient pas probablement parce que les bibliothécaires n'avaient pas été associés au programme. Aujourd'hui, on travaille tout à fait différemment et je dois dire que dans la plupart des cas que j'ai suivis, les bibliothécaires ont construit le programme. Alors il y a toujours le syndrome du totem bornant l'horizon. Ça c'est l'architecte qui s'arrange avec le bourgmestre en disant oui mais monsieur le bourgmestre, mais c'est d'accord, les bibliothécaires ils veulent un machin de plein pied, sans mur, où on va pouvoir faire des animations, tout le bazar. Mais vous comprenez que si on fait la bibliothèque sur 4 étages, vous aurez un totem bornant l'horizon de la commune. Ouais, alors ça, évidemment, le bourgmestre, tout de suite, ça lui porte, un totem bornant l'horizon de la commune. Mais c'est quand même moins marqué qu'avant. On commence maintenant à associer la population, mais c'est timide. C'est timide. Il y a quelques expériences qui ont été faites, et plutôt pour des petits équipements. Voilà, alors je vous donne 3 exemples que je trouvais pas tant et qui sont à des endroits vraiment très très différents de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc la bibliothèque de Moucron qui est dans un ancien hôtel où on a fait sauter toutes les cloisons, tout ce qui pouvait rigidifier l'espace. La bibliothèque de Scarbeck, je vous parlais de l'auditorium, donc ça c'est le petit auditorium de la bibliothèque de Scarbeck. Donc c'est un endroit où évidemment il n'y a pas de livres, il n'y a pas de collection. Et la bibliothèque de Virton, qui, à mon avis, est la plus belle réussite de transformation d'une église en quoi que ce soit. En bibliothèque, en l'occurrence, mais c'est très compliqué. Vous travaillez dans une église, vous avez le choix. Soit vous gardez la hauteur de plafond et vous n'avez pas beaucoup de surface, soit vous mettez des planchers et vous perdez le volume. Et là, les architectes ont réussi à faire les deux, en construisant cette énorme cage de verre au milieu de la nef. Je trouve que c'est vraiment une très belle réussite. Et vous voyez donc que là, on est vraiment dans une logique de perméabilité, de fin des espaces confinés. Alors, je vous dis un tout petit mot pour terminer sur le pôle Bavière. Vous en avez peut-être entendu parler, ce sera la prochaine grande construction de bibliothèque. C'est un projet de 25 millions. C'est un projet de 25 millions qui ne va pas concerner exclusivement une bibliothèque. Il y a des fonds européens, il y a des fonds provinciaux, il y a des fonds régionaux, il n'y a pas de fonds de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais il ne faut pas rire. Et donc, l'équipement va comporter une pépinière d'entreprise, ce qu'on appelle l'exploratoire des possibles, qui est un endroit où les artistes vont pouvoir travailler ensemble, et au milieu, cette bibliothèque qui va permettre de mettre en réseau un certain nombre d'acteurs, tant économiques que culturels, qui va accompagner le projet, qui va être évidemment ouverte sur le quartier. Alors il y a 5 axes qui sont vraiment au cœur du programme. Ça, c'est un lieu de ressources d'information, de formation évidemment, d'éducation aux médias. C'est un lieu qui va essayer de diffuser la culture artistique, un lieu d'épanouissement individuel et social, inclusif, et là on revient évidemment à ces logiques qui sont au centre du décret de 2009 sur la prise en compte des besoins des populations. Il y a un pôle développement de la culture numérique et un engagement en faveur du développement durable qui va se traduire notamment dans le bâtiment. Alors, on peut dire que les bibliothèques, alors ça c'est le contre-exemple par rapport à ce que je disais, c'est un projet qui est très paradoxal en fait, c'est un projet qui va probablement être formidable, qui est extrêmement décrié, dans lequel on n'a pas associé les bibliothécaires, alors que je vous dis que c'est ce qu'on fait aujourd'hui, que les bibliothécaires finalement pourront s'installer dans des espaces qui auront été prédéfinis et qui ne sont pas encore arrêtés aujourd'hui. Mais ceci dit, ça va probablement être le lieu de toutes les expérimentations. Nous, on met
beaucoup d'espoir dans ce lieu. On pense que c'est un endroit où les bibliothécaires vont pouvoir s'approprier l'équipement et en faire vraiment quelque chose d'intelligent par rapport à ce territoire-là. Alors ce territoire-là, c'est très compliqué. Hein. Quand on parle de territoire, c'est toujours compliqué puisque les gens qui fréquentaient la bibliothèque des Chirous, en particulier les académiques qui fréquentaient la bibliothèque des Chirous, ont lancé vraiment un mouvement contre la bibliothèque Bavière en disant mais c'est scandaleux, c'est très très loin, et donc on n'ira pas et plus personne n'ira. Et donc c'est toujours évidemment complexe. Alors c'est une forme qui est complètement ouverte, qui va communiquer avec l'extérieur. Et je vous parlais de ce troisième lieu et de cette manière de s'approprier le lieu, de s'installer, qu'on avait traduit notamment par les salons de lecture. Là, c'est un escalier qui va être à disposition des gens, sur lesquels on va pouvoir faire des activités, qu'on va pouvoir utiliser comme gradins, dans lesquels on va pouvoir s'installer, s'arrêter, un peu comme ce qui a été fait pour ceux qui connaissent à Gand avec le plan incliné de la bibliothèque Permeke. Voilà. Alors pour la collection, pour ce qui est de la collection, il y a une tour de livres et tous les livres seront dans cette tour qui est relativement centrale et qui va permettre de dégager les espaces. Alors je vous montre encore, voilà, le projet tel qu'il est aujourd'hui. Vous voyez à droite la tour de livres, donc cet endroit où on va concentrer l'ensemble des collections et la représentation du bâtiment tel qu'il existera. Alors aujourd'hui, c'est notre projet emblématique. La bibliothèque des Chirous était la plus grande bibliothèque publique de Fédération Wallonie-Bruxelles et celle-là sera évidemment encore plus grande. Voilà, je vous remercie et je réponds à vos questions s'il y en a.